Bienvenue sur cette nouvelle lecture de minuit et ce soir je vais te lire Le sixième sommeil de Bernard Weber. Alors la semaine dernière j'avais commencé à lire un bouquin de Carlos Castaneda qui parlait du rêve lucide d'un point de vue un peu chamanique, enfin l'expérience de Carlos Castaneda qui est un anthropologue qui a été initié au chamanisme en Amérique latine et qui partageait son expérience. Mais franchement, le livre, je l'ai terminé, il est très compliqué à comprendre. Il y a beaucoup de termes en fait qui sont propres à Carlos Castaneda, à sa façon de décrire le rêve lucide et ce qu'il a vécu. C'est franchement pas super accessible, même si ça reste très intéressant. Mais vraiment, j'ai trouvé ça dommage que le livre soit si compliqué à lire. Non pas en termes compliqués, compliqués pour la compréhension, mais l'écriture était tellement lourde que c'est vraiment pas fluide pour lire. C'est un truc qui, à haute voix, est presque impossible à lire. C'est important quand tu lis un truc à haute voix, qu'il y a une espèce de musique qui te porte, et là c'était compliqué. Donc j'ai décidé cette semaine de te lire un roman. C'est un roman en fait, donc ça se trouve je vais te le lire en entier sur les prochains mercredis. Je sais pas si tu connais un peu Bernard Weber, c'est un auteur qui est très connu, que j'adore, qui a écrit beaucoup de livres qui sont très profonds, très spirituels, disons. Et ça, Le sixième sommeil, c'est un livre qui traite donc du rêve lucide. À aucun moment dans le livre, il parle de rêve lucide, il ne prononce pas le terme rêve lucide, mais il s'agit bien de ça, tu vas vite le comprendre. Donc j'ai trouvé ça sympa de te lire une histoire, du coup, un roman. Ça serait plus intéressant finalement. Et pour la petite histoire, moi quand j'ai découvert ce livre, et je l'ai lu il y a quelques années, d'ailleurs je ne sais pas de quand il date, en tout cas, je l'ai lu il y a quelques années, et ce qui est super intéressant, c'est que moi j'avais déjà fait beaucoup de rêves lucides dans ma vie, mais je m'y intéressais pas plus que ça. C'est-à-dire que même si des fois, je me disais, ah tiens, la prochaine fois je vais faire un rêve lucide, je vais tenter ça ou ça. C'est vrai que je m'induisais des choses, je programmais des choses, effectivement, mais j'étais pas engagée dans la pratique du rêve lucide comme je peux l'être évidemment aujourd'hui. Et quand j'ai lu ce livre, à un moment donné, j'ai eu un flash, mais vraiment j'ai eu un flash qui m'a pris, où d'un coup je me suis dit, je suis sûre qu'un jour, j'apporterai quelque chose dans le monde du rêve lucide. Et à ce moment-là, et c'est reparti aussitôt. Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, j'étais loin d'imaginer qu'un jour je ferais des vidéos. C'était tellement loin de moi, mon Dieu, j'étais loin d'imaginer ça. Et encore plus loin d'imaginer que je m'intéresserais aussi passionnément au rêve lucide. Et surtout que j'explorerais autant et que j'expérimenterais autant des choses. Et que je ressentirais vraiment que j'ai des choses à faire dans ce domaine-là. Donc c'est juste fou. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Du coup, le livre, il a un petit, j'ai un petit côté, il est un peu dans mon cœur, quoi, entre guillemets. Bref, on va commencer à lire tout de suite. Alors, ça commence comme ça, ok. Alors, acte 1, apprenti dormeur. Vous dormez bien? La question surprend tant il semble impudique de parler d'un domaine aussi intime. Oui, vous qui êtes en face de moi, ici et maintenant, arrivez-vous à trouver facilement le sommeil et à vous réveiller en forme? En l'absence de réponse claire, Caroline Klein sourit, allume un cigario à filtre doré, souffle lentement quelques ronds de fumée puis déclare. Écoute-moi bien. Nous passons un tiers de notre vie à dormir, un tiers et un 12e à rêver. Pourtant, la plupart des gens s'en désintéressent. Le temps de sommeil n'est pas perçu comme un temps de récupération. Les rêves sont presque systématiquement oubliés dès le réveil. Pour moi, ce qu'il se passe toutes les nuits sous les draps de chacun, dans la tiédeur moite de notre lit, est de l'ordre du mystère. Le monde du sommeil est le nouveau continent à explorer. Un monde parallèle rempli de trésors qui méritent d'être exhumés et exploités. Un jour, à l'école, on enseignera aux enfants à bien dormir. Un jour, à l'université, on apprendra aux étudiants à rêver. Un jour, les songes deviendront des œuvres d'art visibles partout sur grand écran. Dès lors, ce tiers de vie qu'on considérait à tort comme inutile sera enfin rentabilisé pour décupler toutes nos possibilités physiques et psychiques. Et si j'arrive à le réaliser, mon projet secret devrait ouvrir une voie encore plus extraordinaire dans le monde du sommeil, une voie qui pourrait vraiment tout changer.
Un long silence suit. Une fois énoncée cette profession de foi, Caroline Klein tire plus fort sur son cigario et laisse un nuage de fumée gris clair, légèrement bleuté, s'échapper de ses lèvres brillantes. La volute gazeuse forme un 8 vertical, puis s'étire en ruban de Moebius avant de se dissiper sur le plafond en contournant les lampes. La scientifique secoue sa chevelure, satisfaite d'impressionner une fois de plus son fils, Jacques, âgé de 27 ans, et sa nouvelle fiancée, qu'elle rencontre pour la première fois, et qui, si elle s'en souvient bien, se prénomme Charlotte. Les deux jeunes gens l'observent, fascinés par cette personnalité hors du commun. À 59 ans, Caroline Klein est une femme blonde de forte corpulence, aux yeux noirs espiègles. Elle porte comme à son habitude une robe rouge, et autour du cou, un collier orné d'un motif rouge en forme d'arbre. Ses gestes respirent la force et la maîtrise. Sa voix est puissante. « C'est quoi votre projet secret ?» demande Charlotte. Dans la villa moderne de Fontainebleau qui appartient à la fiancée de son fils, les paroles résonnent. Caroline continue pourtant imperturbable, comme si elle n'avait pas entendu la question. La plupart des gens souffrent durant la nuit. Ils dorment sur de mauvais matelas, ils ont des apnées du sommeil et des insomnies. Ils sont toujours fatigués, ils se lèvent avec des courbatures. Selon les dernières études, 60% reconnaissent mal dormir. 40% consomment régulièrement des somnifères. 20% ont des problèmes chroniques de sommeil. Cela provoque des troubles du système immunitaire, des maladies cardiovasculaires, des tendances suicidaires, et cela favorise aussi l'obésité. Des couples divorcent parce qu'il y en a un qui ronfle ou a le sommeil agité. Combien de drames, accidents de voiture, échecs scolaires ou professionnels sont dus simplement à de mauvaises nuits. Jacques sert du vin, ce que sa mère prend pour un encouragement à poursuivre son exposé. Napoléon prétendait dormir peu. En fait, il était insomniaque. C'est probablement pour cela qu'il était très susceptible, piqué des colères et a envahi autant de pays voisins. Parmi les mauvais dormeurs célèbres, on pourrait aussi citer Vincent van Gogh, Isaac Newton, Thomas Edison, Marilyn Monroe, Shakespeare, Margaret Thatcher, tous insomniaques. Cela les a pourtant bien inspirés, du moins pour Newton ou Shakespeare, remarque Charlotte. Mais ils étaient malheureux, et pour ces quelques cas où les nuits blanches ont été occupées à créer, forcément pour ne pas devenir déments, combien d'anonymes non-créateurs sont restés simplement immobiles, atterrés, désespérés, à regarder sur leur réveil le temps qui passe en espérant une seule chose, s'endormir normalement. L'insomnie est une punition injuste. Non, au contraire, c'est un domaine dans lequel nous sommes tous égaux. Face au sommeil, les riches et les pauvres, les gagnants et les perdants, les beaux et les laids, les occidentaux et les orientaux, les mariés et les célibataires sont sur le même oreiller récalcitrant. Caroline Klein ménage ses effets en marquant un temps de silence. Croyez-moi, le sommeil mal géré est l'une des pires calamités de ce siècle. Et pourtant, il est rare que ce thème soit ne serait-ce qu'évoqué. La seule solution qu'on ait trouvée à ce jour, c'est l'ingurgitation de somnifères, c'est-à-dire que l'on fait taire les symptômes plutôt que de soigner la cause. Mais les somnifères actuels, composés pour la plupart de benzodiazépines, ont des effets secondaires terribles. 1. Ils éliminent les rêves. 2. Ils créent une accoutumance. 3. Depuis peu, on les soupçonne d'augmenter les risques d'avoir la maladie d'Alzheimer. Et c'est quoi votre projet secret, insiste Charlotte. Caroline Klein est amusée de remarquer que Charlotte lui ressemble. Même cheveux blonds, mêmes yeux noirs, même silhouette un peu large. Elle se dit que son fils, en se liant avec cette jeune femme, lui montre qu'il est au final inconsciemment amoureux de sa propre mère. L'idée la fait sourire et provoque ce tic à peine perceptible qu'elle a de secouer ses cheveux blonds. Elle écrase son cigario d'un geste sec. Nous nous rencontrons pour la première fois, mademoiselle. Permettez-moi de garder intacte une part de mystère que nous aurons plus de plaisir à explorer lors de nos prochaines entrevues. Surtout que vous n'êtes pas sans savoir ce qu'il s'est passé d'assez traumatisant aujourd'hui et que, du coup,
Enfin, si nous passions à table. Il quitte le salon et s'installe dans la vaste salle à manger. Charlotte rapporte de la cuisine un plat qu'elle a préparé à la hâte. Des spaghettis bolognaises recouverts d'une montagne de fromage râpé. C'est un peu consistant, mais je cuisine sans gluten, c'est meilleur pour la santé. Il doit forcément y avoir des liens entre la digestion du repas du soir et le sommeil qui suit, il me semble, tente la jeune femme pour revenir au sujet qui les occupe. Tout influe sur le sommeil, la nourriture, la météo, l'heure du coucher, le stress, la boisson. Jacques remplit les 3 verres de vin couleur grenat. Et avec ce nectar, la sérénité de la nuit est assurée, complète-t-il, pour détendre l'atmosphère. Comment faire pour bien dormir ? Questionne Charlotte, toujours intriguée. Je conseille une bonne alimentation, une bonne sexualité, au moins 8 rapports par mois, un endormissement à horaires réguliers, quelques respirations amples et un peu de lecture. Rien de tel qu'un bon roman pour bien dormir. Cela permet de fabriquer les premières scènes de son futur rêve. D'où l'intérêt de lire sur le sujet du rêve lucide avant de s'endormir. Jack pourra vous en parler. Je lui ai transmis ses clés. Ils prennent en dessert des îles flottantes recouvertes d'un nappage rose au grand marnier. Puis Caroline fait remarquer qu'il est déjà minuit et demi, elle est fatiguée et souhaite rentrer. Après toutes les épreuves que vous avez subies aujourd'hui, je comprends que vous soyez épuisé, professeur Klein. Si vous voulez, vous pouvez rester dormir ici. Nous avons une chambre d'amis au premier étage. Non merci, Charlotte. Je préfère rentrer chez moi. Mes ennemis doivent s'être lassés de vouloir me nuire à cette heure tardive. Et puis je ne dors bien que dans mon propre lit. J'ai mon petit rituel du soir. Quant à l'effroyable esclandre qui a eu lieu aujourd'hui, ne soyez pas inquiets. Mon sommeil le métabolisera dans la nuit. Je suis comme ça. J'utilise mes rêves pour mastiquer, broyer, digérer mes tourments du jour. Tout en parlant, elle a saisi une noix et la brise dans la paume de ses mains. Il n'y a que dans le sommeil qu'on est libre, il n'y a que dans le sommeil que tout est possible. Elle avale les 2 cerneaux de noix, semblables à de minuscules hémisphères cérébraux beiges. Au revoir, et merci pour votre gentillesse et pour ce dîner improvisé. On se revoit très vite, c'est promis. Caroline Klein remonte dans sa voiture de sport rouge et démarre en trombe, tout en effectuant un dernier petit signe de la main à son fils et à sa fiancée, restés sur le seuil de la villa pour la saluer. Elle file dans la nuit chaude, contente de ne surtout pas avoir à révéler le moindre élément de ce projet secret, à cette étrangère un peu trop curieuse à son goût. Au-dessus d'elle, la lune est ronde, éclatante, avec un rictus bizarre, comme si elle savait, elle, que le pire s'apprêtait à arriver. Dans le miroir, son œil rond se reflète, ses cils papillonnent. À 2 heures du matin, Caroline Klein est enfin rentrée chez elle. Elle se démaquille avec des lingettes imbibées d'eau parfumée au lilas, se lave les dents avec une pâte bleutée. À Montmartre, malgré l'avancée de la nuit, la chaleur a encore augmenté et Caroline ouvre les fenêtres de son appartement du 6e étage pour aérer et rafraîchir les pièces. Elle se débarrasse de sa robe rouge, enlève ses sous-vêtements noirs et se glisse doucement dans ses draps de soie. À 2h20, elle dort. À 3h30, elle se lève lentement et, entièrement nue, les yeux ouverts mais perdus dans le vide, rejoint la cuisine. Là, elle sort un steak du congélateur, le pose dans son assiette, s'assoit et tente de le manger avec une fourchette. N'y arrivant pas, elle saisit dans un tiroir un grand couteau et entaille la viande gelée. Elle se lève de nouveau et, sans lâcher sa lame étincelante, ouvre les placards comme si elle cherchait un condiment miracle pour accompagner son aliment récalcitrant, dur comme de la pierre. Elle en palpe l'intérieur, se blesse en reversant un verre qui se brise et qu'elle piétine. Puis, elle ouvre la fenêtre de la cuisine, et l'air toujours hagard monte sur le buffet et entreprend de sortir sur le toit à la recherche de l'accompagnement idéal pour son steak congelé. Elle pose un pied sur l'ardoise, puis un autre. Elle fait 2 pas, 10 pas. Ses pieds poisseux de sang glissent sur les tuiles, mais elle ne perd pas l'équilibre.
Tout autour d'elle, Paris scintille de myriades de points lumineux qui clignotent tels des lucioles, mais elle n'y fait guère attention. Les pupilles largement dilatées, le regard fixe, perdu dans l'infini. Encore une dizaine de pas. Elle est à 20 mètres au-dessus du sol et toute chute lui serait fatale. Mais elle n'en a pas conscience. Elle poursuit sa progression, la main toujours crispée sur le grand couteau. Elle avance, nue sur le faîte de son immeuble, éclairé par la pleine lune et les étoiles. À 3h37, une alarme de voiture tonitruante déclenchée par une fiente de pigeons retentit en contrebas. Caroline Klein tressaille, ses pupilles se rétractent. Elle voit nettement les toits autour d'elle et réalise qu'elle est complètement nue. Puis aperçoit le grand couteau dans sa main et pousse un hurlement de terreur. Des lumières s'allument à la ronde. Des visages curieux et réprobateurs apparaissent derrière les rideaux des façades proches. Elle lâche le couteau qui tombe de 6 étages sur le trottoir dans un bruit mat. Elle cache ses seins et son sexe. Caroline Klein a le vertige. Elle se met à 4 pattes pour réduire les risques de chute. À 3h39, elle parvient à rejoindre la fenêtre de sa cuisine, tire les rideaux et échappe enfin au regard de ses voisins. Elle jette le steak congelé, ferme les placards, se met des pansements sur la plante des pieds, chausse des pantoufles, ramasse les débris de verre. Elle enfile un peignoir de coton puis boit un verre d'eau glacée. À 3h50, elle reste quelques minutes à s'observer dans le miroir, atterrée. Elle respire amplement pour chasser la rage mal contenue qui l'inonde. Des milliers de pensées affluent dans sa tête. Une tension l'envahit. Elle frissonne, se met à trembler. Son visage est parcouru de tics et de convulsions. Elle s'approche de son reflet, s'observe de plus près, et ce qu'elle voit lui fait peur. Elle brise le miroir d'un coup de poing. À 3h57, elle prend une décision radicale afin que cette scène ne puisse plus jamais se reproduire. Une décision dont elle assumera les conséquences, toutes les conséquences, aussi dures soient-elles. La main féminine caresse sa nuque. L'ongle suit la carotide jusqu'au menton. « Alors, c'est quoi, son fameux projet secret ?» demande Charlotte. « C'est lié au sommeil et aux rêves, tu es forcément au courant. » Elle m'a demandé de n'en parler à personne, désolée. La jeune femme hausse les épaules, déçue, puis renonce à insister et va s'enfermer dans la salle de bain pour se démaquiller et se préparer à la nuit. Jacques Klein, resté seul dans la chambre, ouvre la fenêtre et inspire l'air chaud, en souriant, décontracté et satisfait. Il voit la lune et les étoiles. Il repense à tout ce qu'il s'est passé au cours de cette journée agitée et riche en émotions. Ma mère est tellement courageuse. Aujourd'hui, la manière dont elle a affronté ces épreuves, pourtant redoutables, est extraordinaire. Calme, forte, sereine, droite dans ses bottes. Je l'ai rarement vue aussi à l'aise. Elle est vraiment indestructible. Il est satisfait d'avoir trouvé avec ce dîner improvisé à Fontainebleau la solution à la terrible crise qui s'est déroulée plus tôt. Et il a l'impression que sa nouvelle fiancée, Charlotte, a plu à sa mère. Il a notamment adoré quand Caroline a évoqué sa passion du sommeil. Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Cela signifie que pour quelqu'un censé vivre 90 ans, il y aura 30 ans de sommeil. 30 ans de temps oublié, perdu, inutile, considéré comme négligeable. 30 ans, plus que mon âge actuel. Et un 12e de notre existence à rêver, soit à peu près 7 ans. Jacques a déjà écouté ce discours plusieurs fois, mais il n'est toujours pas lassé d'entendre sa mère parler de son sujet de prédilection. À chaque fois, il prend un peu plus conscience de la signification de ses paroles. La passion de Caroline est contagieuse, et quand elle parle de ce continent à explorer, il est saisi de frissons. Ma mère est une exploratrice des temps modernes. Il ferme les paupières et se souvient du rapport que lui-même a eu, très jeune, avec le simple fait de dormir, puisqu'il est né en dormant. C'était arrivé un samedi à minuit pile, 27 ans plus tôt. Comme l'accouchement s'était déroulé sous péridurale et avec césarienne, il n'y avait pas eu d'attente, de forceps, de travail de sortie, de compression, d'étirement, d'épisiotomie. Tout s'était passé rapidement, en douceur,
et sans la moindre douleur. On l'avait dégagé comme on sort un gâteau tiède du four, et un peu secoué pour qu'il s'intéresse à la situation car il semblait complètement indifférent à ce qui lui arrivait. Après tout, ce n'était que sa naissance. Ce qui l'avait perturbé, c'était le changement de décor. Il avait été dérangé par le bruit, la lumière, le froid. Sa première pensée à l'extérieur avait dû être « Ainsi, derrière le monde du ventre, il y a un autre monde différent que je découvre enfin, mais qui me semble très surprenant. » Il avait manifesté son agacement par des coups de pied et fait comprendre son désir de continuer à dormir, tranquille, dans sa niche humide, rouge, sombre et tiède. Il ne se doutait pas encore que la vie, ce n'était pas que cela. Il ne se doutait pas encore que la vie, ce n'était que cela, des changements de décors successifs, du ventre de la mer au cercueil dans la terre. Et en chaque lieu, en guise d'occupation, un problème différent à régler. Sentant vaguement qu'il obtiendrait un répit s'il pleurait, le nouveau-né avait consenti à pousser quelques gémissements. Ce qui eut aussitôt pour conséquence qu'on le ballotta vers plusieurs couples aux lèvres gluantes qui l'embrassèrent sur le front et sur les joues. Des bras l'installèrent dans une couveuse moelleuse et chaude qui sentait la lavande. Là, enfin, il put poursuivre son repos. Jacques Klein bénéficiait déjà d'une hérédité qui le prédisposait à s'intéresser au sommeil. Son père, Francis Klein, était navigateur et s'illustrait dans les régates en solitaire. C'était un grand homme roux, avec une barbe courte et de grandes mains calleuses. Il avait les yeux verts et une peau très claire parsemée par endroits de taches de rousseur. Il avait déjà à son actif un beau palmarès de champion. L'essentiel de sa capacité à gagner tenait à sa maîtrise du sommeil, par séquences réduites, afin d'éviter de percuter les paquebots qui sillonnent des océans. Non, qui sillonnent les océans. J'ai été perturbée parce qu'en fait, il parle du sommeil polyphasique. C'est fou parce que je ne me souvenais pas de ça. Francis Klein avait appris à dormir scientifiquement auprès de sa femme, Caroline, la célèbre neurophysiologiste qui était à la pointe de la recherche sur le sommeil et les rêves et officiait déjà, à l'époque, à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris. Grâce au soutien de sa compagne, Francis détenait le record de la traversée de l'Atlantique en monocoque. 5 jours, 1 heure et 13 minutes. Au soir de cette victoire, Caroline et Francis Klein avaient fait l'amour et le petit Jacques fut conçu, cette nuit-là, comme pour fêter ce triomphe. Depuis l'intérieur de la couveuse, le nouveau-né avait entendu ses parents prononcer des paroles qui pour lui n'étaient que des bruits, mais que Jack adulte pouvait désormais tenter de faire ressurgir dans son esprit. On en fera un grand explorateur, avait prédit son père. On en fera surtout un grand rêveur, avait rétorqué sa mère. La tétine gisait à moitié collée par la bave sur sa joue droite. Sa bouche était ouverte, sa main crispée sur son doudou orange en forme de chat, et ses cils battaient par petits à-coups. Jacques Klein, à 2 ans, s'avérait différent de ces bébés revanchards, qui semblent prendre un malin plaisir à se réveiller, au milieu de la nuit pour hurler, pleurer, trépigner et tester la patience de leurs parents. Caroline et Francis l'observaient parfois. Ses yeux s'agitent sous ses paupières. C'est normal, questionna son père. Bien sûr, c'est parce qu'il rêve, expliqua sa mère. De quoi peut rêver un enfant de 2 ans qui n'a rien vu du monde? Soit des souvenirs de son ancienne vie, soit de sa programmation pour sa future vie. Et plus sérieusement, c'est une énigme, mais même les fœtus semblent rêver de beaucoup de choses. En tout cas, de sujets qui vont bien au-delà de leur chambre, leur poussette, leur doudou. Jacques Klein, couché à 21h, se réveillait le lendemain matin à 8h pour babiller joyeusement. « Aïe, papa, maman, je suis réveillé. » Avec sa petite tignasse noire, il était ce qu'on pouvait appeler un enfant mignon et facile à vivre. Il apprenait vite, s'intéressait à tout. S'avérait un excellent bébé nageur dans la piscine municipale, section Tétard. C'est le jour du 2e anniversaire de son fils, tandis qu'il dormait profondément, que Caroline Klein avait commencé à élaborer le projet fou de repousser les limites du monde connu du sommeil, après avoir lu cette citation d'Edgar Poe. Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. Dans leur brumeuse vision, ils attrapent des échappées de l'éternité et frissonnent, en se réveillant, de voir qu'ils ont été un instant sur le bord du grand secret.
Elle relut le passage plusieurs fois alors qu'elle regardait l'enfant assoupi. Elle l'articula à haute voix pour bien s'en imprégner, et, soudain, il lui sembla que ce texte était non seulement codé, mais qu'il était une invitation directe. Edgar Poe s'adressait à elle, à travers le temps, pour lui indiquer ce qu'il fallait accomplir. Une mâchoire bardée d'une double rangée de dents acérées surgit de l'eau et arracha la chair encore enveloppée d'étoffe. Les yeux vitreux s'agrandirent alors que les mains tentaient de se dégager, mais la prise des mâchoires puissantes ne fit que se renforcer. Aussitôt du sang gicla, des hurlements résonnèrent et une musique symphonique fit vibrer les murs. À 4 ans, Jacqueline vit par hasard, alors que ses parents regardaient la télévision et que l'enfant s'était levé pour observer l'écran à la dérobée, caché derrière le canapé, le film d'épouvante de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer. Il glapit au moment où le dernier héros, glissant du bateau incliné, tombe dans l'immense gueule du monstre aquatique. Alertés par ce cri, les parents le recouchèrent, mais le film hollywoodien avait touché quelque chose de profond dans son inconscient qui le traumatisa. Suite à cet incident, il refusa catégoriquement de retourner se baigner. Il se mit à avoir si peur de l'eau qu'il se braquait dès qu'on essayait de le faire approcher d'un lac, d'une rivière ou d'un bord de mer, où auraient pu se tapir les mâchoires susceptibles de lui déchiqueter les membres. Il était en outre souvent réveillé en sursaut par des terreurs nocturnes. « Je rêve qu'un énorme requin méchant vient me manger les pieds, raconta-t-il à son père, venu le rejoindre dans sa chambre. Sa mère travaillait encore à cette heure tardive. Le mot méchant vient de mèche. Cela signifie qu'on doit tirer par les cheveux pour finir. Les poissons n'ont pas de poils, ils ne peuvent donc pas être méchants. L'enfant ne comprenait pas la subtilité de cette explication étymologique, moi non plus. Le père cherchait un autre argument plus accessible. Il n'y a pas d'animaux méchants. Il y a des animaux qui ont faim et d'autres qui ont déjà mangé. Est-ce que tu es méchant parce que tu manges du poulet ? Les poulets sont gentils, ils ne mangent pas les hommes. En fait, les requins ne sont pas mangeurs d'hommes. Quand ils attaquent un homme, c'est par erreur, parce qu'ils l'ont pris pour un gros poisson ou pour une otarie. Et quand ils sentent le goût de sa chair, ils le recrachent le ou les morceaux. Comme toi quand tu n'aimes pas un plat. Ils ne nous trouvent pas bons ? Il n'y a qu'un seul animal mangeur d'hommes, c'est l'orque. Et c'est une sorte de gros dauphin. Et les dauphins normaux ? Ils n'attaquent pas les hommes car ils n'ont pas les mâchoires ni les dents prévues pour. Donc les dauphins ne sont pas gentils, ils sont juste mal équipés. Et les requins ne sont pas méchants, ils sont juste myopes. L'enfant ne perçut pas l'ironie de son père. « Je ne veux pas me faire dévorer par les requins, insista Jacques d'un air buté. Sur 500 espèces de requins seulement, 5 peuvent être dangereuses pour l'homme. Chaque année, il n'y a que 10 attaques mortelles contre 10 millions de requins tués par l'homme. Si on supprime les requins, qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, cela déséquilibre l'écosystème marin et d'autres espèces peuvent proliférer comme les méduses. Je n'aime pas les requins. Sais-tu qu'il y a plus de gens qui sont tués chaque année par la chute des noix de coco que par les attaques de requins ? Cela signifie-t-il qu'il y a des cocotiers méchants ? Francis caressa la tignasse noire de son fils, conscient de parler un peu trop sérieusement à cet enfant. « Je vais te raconter une histoire, dit-il. Imagine que tu es en bateau, sur un grand voilier, avec papa, et que tu arrives sur une île merveilleuse, une île où il n'y a ni requins, ni orques. C'est une île très spéciale. C'est ton île. Elle est reconnaissable au fait que son sable, au lieu d'être blanc ou jaune, est de couleur rose. C'est vraiment unique. Il y a des cocotiers ? Oui, mais ils attendent que les gens soient passés pour lâcher leurs fruits lourds. Ensuite, on peut les manger ? On va se gêner, tiens. Et ces noix sont délicieuses. Sur cette île, il y a aussi des trésors. Ce sont des coquillages très beaux avec plusieurs couleurs. Et tout particulièrement l'un d'entre eux, un coquillage avec une forme bien spéciale, qui t'apporte la solution à tous tes problèmes. Jacques s'endormit au milieu du récit, sereinement. Suite à cette soirée, Francis Klein prit pour habitude de rapporter à son fils de ses régates, dans les régions les plus éloignées, des coquillages bigarrés aux couleurs chatoyantes. Il y avait des bigorneaux géants, des coquilles Saint-Jacques,
des colombelles, des scalaires, des bénitiers. Les coquillages s'accumulèrent et formèrent une collection de bijoux installés dans sa chambre sur une étagère au-dessus du lit. À l'écoute de l'histoire de l'île de Sable Rose et à l'évocation des coquillages merveilleux, Jacques fermait les yeux et commença à se détendre. Sa mère à cette époque-là travaillait énormément sur son projet secret et elle était moins présente à la maison. Cependant, même si elle rentrait tard, elle tenait à venir parachever la séance d'endormissement de son fils. Elle l'embrassait sur le front, puis racontait la fin du récit, initié par son mari. Et le petit garçon, après avoir joué avec les jolis coquillages, découvrit qu'il y avait aussi une forêt sur l'île de Sable Rose. Et dans cette forêt, un arbre particulier, un arbre rouge, posé au centre de l'île. Le petit garçon s'installa sous l'ombre de l'arbre rouge, s'endormit et fit des rêves merveilleux. Tandis que son père avait commencé la collection de coquillages, sa mère avait pour sa part installé plusieurs arbres bonsaï sur l'étagère du dessous. Les coquillages, c'est papa, les arbres, c'est maman, avait-elle résumé un jour. Retrouvant ces deux symboles réconfortants, le petit Jack souriait, se retournait sur le côté droit, puis fermait les yeux. Là encore, l'enfant entendait leur voix alors qu'il s'enfonçait dans le pays des songes. Un soir, Francis Klein regarda son fils dormir. Il a l'air tellement paisible dans son sommeil. C'est comme si toutes ses tensions avaient disparu. Jacques émit un profond soupir, se retourna et se mit à respirer différemment, comme une voiture qui passerait une vitesse pour augmenter son allure. La scientifique expliqua. Là, il a dû passer du stade 1 de l'endormissement au stade 2 du sommeil léger. Désormais, il est lancé. Laissons-le tranquille. Alors à pas de chat, les parents se retirèrent et fermèrent la porte de la chambre. Moi, je vais m'arrêter là. Donc, on sera au chapitre 7. Chapitre 7. Bim, bim, bim. De l'acte 1. Ce qui est intéressant dans ce livre, en plus, c'est qu'on apprend plein de trucs sur le sommeil et sur le rêve. Tu vas voir vraiment l'histoire, elle va être passionnante, je te le dis. Ok, bon bah voilà, pour cette lecture de minuit. Bonne nuit à toi et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du livre. Ciao.